Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour la 4e édition de Parlons d'argent. Parlons d'argent est un meeting de l'école de la bourse pour traiter de tout ce qui est les questions financières. Il se déroule sur Telegram et vous pouvez le retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Pour ce mois d'août, nous recevons M. Atobra, cadre de banque, pour traiter d'une actualité qui concerne nos investissements en bourse. Je parle de l'affaire des 40 milliards qui oppose la cible à DC Immobilier. M. Atobra va intervenir non pas sur le fond de l'affaire nécessairement, mais sur comment se passent les virements internationaux, quel est le mécanisme du SWIFT et des autres choses. Et son exposé en tant que banquier nous permettra de comprendre comment les choses sont censées se faire. Et ensuite, on va essayer d'étudier les éléments disponibles sur l'affaire cible DC Immobilier pour savoir ce qui s'est passé dans la mesure où des gens de l'extérieur, comme nous pouvons le savoir. Et enfin, on va revenir sur nos investissements en bourse, notamment, est-ce que, au vu de ça, nos actions cibles sont de quelque façon menacées. Donc, voici un peu la structure de notre exposé. Donc, merci de nous suivre sur Telegram. Merci de nous suivre sur YouTube. Et Joël, je te donne la parole. D'accord. Alors, bonsoir coach, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien, puisque nous sommes maintenant quand on appelle quelqu'un ou quand on parle à quelqu'un, on a besoin de lui demander s'il va bien ou pas, compte tenu de l'actualité financière et par moment sanitaire et tout ça. Et donc, j'ai été déjà présenté par le coach Brice. Je vais aller tout droit au but, à savoir présenter, si vous voulez, vous donner quelques éclaircissements sur tout ce qui est transactions financières internationales et puis tout ce qui est, si vous voulez, des thèmes économiques et parfois bancaires que le public lambda ne comprend pas forcément. Il n'y a rien de sorcier. On va juste essayer de vous éclairer sur pas mal de termes qu'on emploie chez nous. Alors, tout d'abord, avant de passer au code SWIFT, d'abord, sachez qu'on va partir depuis le relevé d'identité bancaire qui est le RIB. Alors, vous tous, vous êtes détenteurs d'un compte d'épargne, d'un compte chèque et d'un compte d'épargne dans une banque de la place. Et lorsque vous allez pour ouvrir un compte, quand vous finissez l'ouverture d'un compte, l'agent de banque qui est en face de vous, ça peut être le gestionnaire de compte comme l'assistant clientèle ou le guichetier, peu importe. Il vous produit, à la suite de l'ouverture de compte, il vous produit ce qu'on appelle un relevé d'identité bancaire qui est le RIB. Alors, ce RIB-là qui est différent du relevé qui retrace les opérations sur une période donnée. C'est très différent. Alors, ce RIB-là, c'est, si vous voulez, c'est la carte d'identité, on va dire ça comme ça, de votre compte. Il représente les coordonnées de votre compte bancaire, justement. Juste ça, la carte d'identité. Tout comme vous avez une carte d'identité, le compte aussi que vous ouvrez dans un compte, dans une banque aussi a une carte d'identité. Alors, cette carte d'identité-là, comment est-ce qu'elle est présentée? Elle est présentée, il y a d'abord le code de la banque. Vous allez voir quelque part, on met CI, et puis on met 0, on va dire n'importe quoi, 016 ou 017 ou 018. Ça, c'est le code banque sur votre relevé d'identité bancaire. Pendant que je parle, s'il y a des gens qui ont leur relevé d'identité bancaire sous la main, ils peuvent le sortir et puis ils peuvent suivre avec moi. Après le code banque, vous avez le code guichet de l'agence pour désigner l'agence où vous avez fait l'ouverture de compte. Vous avez le code banque qui vous dira où est-ce que vous avez fait l'ouverture, dans quelle banque vous avez fait l'ouverture de compte. Si c'est sans faire de publicité à la Société Générale ou à la Banque Atlantique ou à la BOA ou peu importe, le code banque vous dit la banque là où vous avez fait l'ouverture de compte. Le code guichet, lui, va vous donner l'information de c'était dans quelle agence vous avez fait l'ouverture de compte. On va dire les choses comme ça. Ça peut être à l'agence d'Agabé, ça peut être à l'agence de Yopougon, ça peut être à l'agence de Cocody, peu importe. Et à chaque agence est dédié un numéro bien défini. Et ça se retrouve sur votre relevé d'identité bancaire. Troisièmement, vous avez le code client, qui est le numéro de compte naturellement, votre numéro de compte. Et après, le code client, vous avez la clé RIB, ce qu'on appelle la clé RIB qui est 2 chiffres. Et cette clé RIB-là, justement, c'est une formule mathématique
qui permet de valider la cohérence de toutes les informations que je viens de vous citer. La cohérence du code banque, également du code guichet de l'agence, le code client qui est le numéro de compte. Donc, la clé RIB est très importante et cette clé RIB-là viendra justement confirmer, je le répète, la cohérence de toutes les informations que je viens de vous donner. Si la clé RIB a un problème, c'est clair qu'il y a une information quelque part dans tout ce que je viens de citer qui a un problème. Voici comment est-ce que les choses se passent. Dès le départ, vous avez le RIB. Alors, ça, c'est au niveau national. À l'international, ce RIB-là va se transformer en IBAN. Par moment, vous avez des expressions qui ressortent, notamment l'IBAN au niveau de la banque. Alors, l'IBAN, c'est quoi? C'est juste, si vous voulez, un numéro aussi international qui est un numéro RIB, qui prend la place du RIB de façon internationale, qui va faire voyager votre compte au cas où votre compte voudrait voyager. Et donc, ce code IBAN-là va reprendre le code RIB avec deux nouvelles composantes qu'il va ajouter. Il y a, si vous voulez, le code du pays, CI par exemple la Côte d'Ivoire, et puis il y aura deux autres chiffres qui sont justement le code comment on appelle ça, de la provenance de la transaction, de là où vous êtes, de la banque en question. Et c'est ce code IBAN-là qui vous permettra justement d'accéder au code SWIFT. Voici, en fait, on a essayé d'expliquer le RIB. On vient d'expliquer le code IBAN. On va maintenant expliquer le code SWIFT. Le code SWIFT, c'est quoi? D'abord, l'IBAN permet donc à votre compte de voyager à l'international. Je viens de le signifier. Pour des transactions à l'international, chaque banque est dotée d'un code qu'on appelle le code BIC. Et c'est ce code-là qui permet à la banque d'avoir accès au système SWIFT. J'espère que vous m'avez suivi. Alors, je fais un récap rapidement parce que c'est très important. Vous avez le relevé d'identité bancaire. Ce relevé d'identité bancaire-là va déboucher sur un IBAN. Après l'IBAN, vous avez le code BIC. Je viens de vous expliquer le code BIC qui est propre à une banque, à chaque banque. Et c'est ce code BIC-là qui permettra à chaque banque d'accéder au SWIFT. Alors, le SWIFT, qu'est-ce que c'est? Le SWIFT, c'est une messagerie. Je dis bien, c'est une messagerie. Je le répète, c'est une messagerie, le SWIFT interbancaire, qui permet d'harmoniser et de faciliter les échanges. Juste ça. C'est une messagerie interbancaire qui permet justement de faciliter, d'harmoniser et de faciliter les échanges. Il ne permet pas d'effectuer des transferts de fonds, mais il facilite la communication entre les établissements bancaires. Ce système a été créé pour l'histoire, ce système a été créé en Belgique en 1973 pour remplacer la technologie précédente qui était Telex. Et donc, c'est plus de 239 banques à l'époque de 15 grands pays qui ont décidé comme ça de mettre en place un réseau interbancaire, vu la mondialisation financière. Et aujourd'hui, ce réseau est utilisé par plus de 11 000 établissements bancaires et financiers dans plus de 200 pays de la planète. Ce système réalise en moyenne 42 millions d'ordres par jour, près de 500 ordres chaque seconde. Vous voyez un peu ce que c'est que le SWIFT? C'est une arme économique très puissante qui a été utilisée, on ne va pas faire de la politique ici, mais vous le savez bien, qui a été utilisée contre la Russie et tout, et même d'autres même qualifient cette arme-là de arme nucléaire. C'est pour cela qu'elle a été utilisée justement contre la Russie, juste pour asphyxier l'économie de la Russie. Mais on n'est pas là pour la Russie. Juste vous ressortir en fait ce que c'est que le code SWIFT. Après ce code SWIFT-là, maintenant que je vous ai expliqué le code SWIFT, c'est une messagerie qui permet d'harmoniser et de faciliter les échanges entre les banques de façon internationale. Je vais maintenant vous expliquer comment est-ce que ça se passe lorsque vous émettez un virement à l'international. Alors, lorsque vous arrivez et que votre correspondant émet son virement au niveau de sa banque à l'international, sa banque lui remet peut-être un code SWIFT qui atteste
de la prise en compte et de l'exécution de son ordre. À mi-parcours de mon exposé, je voudrais qu'on soit tous unanimes sur le fait qu'il y a une très grande différence entre la prise en compte, l'exécution d'un ordre et la réception effective des fonds issus de cet ordre. Nous sommes tous unanimes là-dessus, sans prendre de position. Il y a une très grande différence entre la prise en compte et l'exécution d'un ordre et la réception effective des fonds issus de cet ordre. Donc, dès que le transfert a été effectué, il y a deux cas de figure. La banque bénéficiaire peut recevoir les fonds, mais avec des anomalies. Donc, du coup, les fonds restent en attente, en attendant la correction de ces anomalies-là, pour le compte du client bénéficiaire, bien entendu. Et après, lorsque toutes ces anomalies sont levées, le compte du bénéficiaire reçoit effectivement les fonds. Ces anomalies peuvent être de l'ordre du nom qui a été écorché, peut-être le numéro de compte qui ne va pas bien, qui n'est pas, je vais dire, correct. Et il y a plein d'anomalies comme ça, des petites anomalies. En ce moment, la banque a l'information de ce que les fonds sont arrivés, mais pour que votre compte soit crédité, il faut que ces anomalies-là soient levées. Donc, c'est le premier cas. Et quand c'est levé d'ailleurs, votre compte est crédité, il n'y a pas de problème. Le deuxième cas, il peut arriver que vous avez certes un code SWIFT, c'est vrai, on vous a envoyé, votre correspondant vous a envoyé le code SWIFT, mais l'argent n'est pas arrivé. Si l'argent n'est pas arrivé, votre banque vous dira que, écoute, c'est vrai qu'on t'a envoyé un code SWIFT, mais l'argent n'est pas arrivé. Ça voudra dire que la banque qui a émis, si vous voulez, comment on appelle ça, le transfert, n'a pas routé, dans notre jargon, n'a pas routé, si vous voulez, les fonds. Pourquoi la banque n'a pas routé les fonds? Il y a plusieurs cas de figure et plusieurs choses peuvent l'expliquer. Plusieurs choses. Technologiques, réglementaires, le compte peut être sous sanction, il y a plein de choses, je peux vous les citer. Beaucoup de choses. On peut t'avoir donné un ordre et puis après on ne l'exécute pas. Ou bien on route, mais peut-être en route, on va dire les choses comme ça. On vous dit, ben écoute, le compte est interdit, est sous interdiction, et donc ce compte-là ne peut pas recevoir les fonds. Ou bien de là où les fonds doivent venir, ce compte-là est sous interdiction, et donc ce compte-là, on ne peut pas le débiter. Et donc du coup, la banque qui doit recevoir les fonds, la banque peut ne pas recevoir les fonds. Et la banque va porter l'information de ce que, à son bénéficiaire, de ce que tu as un code SWIFT, c'est vrai, mais on n'a pas reçu les fonds. Contacte ton correspondant, ton interlocuteur, et dis-lui simplement qu'on n'a pas reçu les fonds. Et c'est l'interlocuteur qui va à sa banque pour dire, vous m'avez donné un code SWIFT, vous m'avez donné un reçu de ce que les fonds sont partis. Apparemment, mon correspondant de l'autre côté n'a pas reçu les fonds. Qu'est-ce qu'il en est? S'il y a des investigations à faire, c'est la banque émettrice qui doit faire ces investigations pour dire pourquoi est-ce que les fonds ne sont pas partis, puisque c'est elle qui envoie les fonds. Voici les deux cas de figure. Et là encore, une banque ne reçoit pas directement les fonds. Lorsqu'on vient au premier cas, au cas où il y aurait un dénouement, comment on appelle ça, je vais dire favorable, la banque ne reçoit pas directement les fonds. La banque des banques, c'est la BCEAO. C'est cette BCEAO-là qui va justement décider, qui va recevoir les fonds et qui va mettre ces fonds-là à la disposition de la banque. Puisque tous les comptes des banques sont logés à la BCEAO. Et tous ces comptes internationaux sont logés à la BCEAO. C'est la BCEAO qui s'en charge, c'est la BCEAO qui s'en occupe, qui a son système. Et je ne travaille pas à la BCEAO, je ne sais pas comment ça se passe. Mais qui a son système à lui de vérification, tout et tout. Et qui dit, ben écoute, je viens de recevoir des fonds pour, je dis n'importe quoi, pour la cible. Et donc, la cible, j'ai tes fonds ici, mais voici ce qui se passe. Il y a soit une anomalie, ou il n'y a pas d'anomalie. Qu'est-ce qu'on fait? Corrige, et puis je te donne les fonds. Je mets le carburant là dans ta voiture, si vous voulez. Mais si la BCEAO n'a pas reçu de carburant, la BCEAO ne peut pas mettre le carburant dans la voiture. Ça, c'est clair. Et la BCEAO dira à la voiture, mais je n'ai pas reçu de carburant, je mets quoi? Qu'est-ce que tu veux que je mette dans la voiture? Pour prendre l'exemple de la voiture. Et donc, la cible, si vous voulez, la banque est là et la banque attend. Jusqu'on me confirme qu'il y a des fonds qui sont à la BCEAO
et que mon compte doit être crédité. Dès l'instant où on me le dit, j'ai dit, ben, OK, ces fonds-là, ça appartient à qui? C'est en ce moment-là que moi, banque, je vais me poser la question. Ça appartient à tel client. Tel client d'où? Tel client de, comment on appelle ça, de l'agence de temps. Et donc, OK, cher gestionnaire de compte, ton client a demandé des fonds venant de l'extérieur. Apparemment, il y a une anomalie sur l'information qu'il a donnée. Corrige cette information pour qu'on puisse recevoir les fonds. C'est le travail quotidien des gestionnaires de compte. Et justement, quand ces informations sont corrigées, le gestionnaire de compte porte l'information aux personnes ressources de sa banque. Les personnes ressources également vont porter l'information à la BCAO. Et puis la BCAO va dire, OK, il n'y a pas de problème, je crédite votre compte en conséquence. Et lorsque le compte est crédité, on débite le compte de la BCAO, on crédite également le compte du client. La banque, son métier, elle a besoin de ressources. Elle a besoin de financer l'économie. Elle a besoin de faire des emplois. Elle a besoin de faire des commissions. En aucun moment, la banque ne va, je vais dire, retenir par devers elle des fonds qui viennent justement l'aider, lui-même banque, on va dire les choses comme ça, à faire son PNB. Et donc, dès que le compte reçoit l'argent, ça sera maintenant le travail du gestionnaire de compte de négocier, d'échanger avec le client pour lui dire, ces fonds-là, tu veux faire quoi de ça? Si tu veux faire de l'immobilier, moi, je peux bloquer ces comptes-là et puis moi, je t'apporte un concours bancaire, je te donne du crédit pour que tu puisses faire cet immobilier-là, ainsi de suite, etc., etc. Ou bien bloque le compte, voici des produits intéressants sur lesquels tu peux mettre des fonds et puis ça va te produire des intérêts, ainsi de suite. Ça dépend du gestionnaire de compte et de son client. Juste pour fructifier ces ressources qui viennent d'arriver, pour permettre justement aux bénéficiaires de ces fonds-là de mieux les utiliser. Parce que le gestionnaire de compte a aussi un devoir de conseiller financier. Et donc, la banque, c'est une structure bien structurée. Et tout ce que je viens de vous citer, ce sont des personnes différentes. Et par derrière, il y a des contrôleurs qui sont là, qui sont autonomes, qui ne sont pas sous la supervision ou bien qui n'ont aucune pression. Ils sont autonomes et en interne et à l'externe. On a des commissions qui sont là, qui viennent vérifier, si vous voulez, le travail des banques au quotidien. Mieux, on a la commission bancaire, on a l'État, on a plein de structures, notamment la CENTIF, etc. Chacun a son domaine de compétences, chacun vient vérifier quelque part si la banque fait bien son travail ou pas. C'est cette même BCAO qui délivre les agréments. Et donc, si tu ne fais pas bien ton travail, on te retire purement et simplement ton agrément. Et la BCAO, justement, n'hésite même pas une seule seconde à retirer l'agrément d'une banque lorsque cette banque-là ne se soumet pas à ses exigences. Parce qu'il y va de l'économie d'un pays. Si cette banque joue aux oies, on va dire la chose comme ça, excusez-moi du terme, la BCAO lui retire son agrément. Et donc, les banques sont chaque jour que Dieu fait en train de lutter pour le maintien de leur agrément. Parce qu'une fois que c'est retiré, vous ne pouvez plus exercer. C'est cette même BCAO-là qui reçoit les fonds. C'est encore cette même BCAO-là qui informe pour dire que de l'argent est venu, c'est pour toi. Et maintenant, la banque va dire, OK, apparemment c'est venu, mais c'est pour telle personne. Mais il y a une anomalie dessus. C'est encore cette même BCAO qui te dit, l'argent là, je n'ai pas reçu. Il faut que vous compreniez ça. Et donc, voici un peu comment est-ce que les transferts, voici comment ça se passe. Et donc, quand on reçoit un transfert de l'étranger, il y a deux cas. Soit on reçoit ce transfert-là, mais il y a des anomalies, on informe le client, on corrige ces anomalies, il nous apporte des justifs, et puis après, on met l'argent sur son compte. Soit l'argent n'est pas arrivé, on demande au client pour lui dire, tu as un code SWIFT, c'est vrai, mais l'argent n'est pas arrivé. Maintenant, comme la banque, nous sommes là pour servir la clientèle, le client, on va prendre sur nous pour vérifier la véracité de l'information que vous nous portez et qui se retrouve sur le code SWIFT. Donc, on prend, et ça, c'est le rôle du gestionnaire de compte, et il envoie pour dire, mon client dit qu'il doit recevoir de l'argent à hauteur de temps. Il ne l'a pas encore reçu. Qu'est-ce qu'il en est? Il y a une personne de ressources au siège qui va remonter l'information
et on va envoyer l'information maintenant vers la banque émettrice pour dire Barclays, dans notre cas ici, apparemment, nous, notre client devait recevoir tel montant. Voici son code SWIFT. Qu'est-ce qu'il en est? Et la Barclays qui va nous répondre pour dire oui, j'ai envoyé. Voici l'authentique, voici le code authentique que moi j'ai ici à ma possession. C'est une messagerie. Et ils vont s'envoyer un code qui atteste justement que les fonds sont partis. Et puis les recherches, ils vont faire les recherches après. Mais si la Barclays, dans notre cas ici, dit par exemple que franchement, je n'ai envoyé aucun fonds, et puis le code que tu m'emmènes là, c'est un code frauduleux, je n'ai jamais émis ce code, mais on ne fait que porter l'information au client de ce que le document que tu nous as donné là, apparemment c'est un document qui n'est pas bon. Est-ce que ça veut dire que la banque a reçu les fonds et que la banque ne veut pas mettre à ta disposition ces fonds-là? Donc, voici comment est-ce que ça se passe au niveau du système. Prenons maintenant le cas, notre fameux cas qui nous réunit ici aujourd'hui. Alors, j'interviens en tant qu'un investisseur. Je n'interviens pas en tant que banquier qui prend parti, non, position. J'interviens en tant qu'un investisseur. Moi, j'ai mes actions au niveau de la CIB. Je suis propriétaire de la CIB. Un 15 juillet, je vois une vidéo qui passe sur les réseaux sociaux d'un client qui estime que la cible, qui est moi, mon entreprise en tant qu'investisseur, est en train de voler, à garder par devant elle 40 milliards de francs CFA. Sans lui donner. Elle aurait reçu des fonds venant d'une banque à l'extérieur et qu'elle ne veut pas lui donner. Et cette histoire date de depuis 2020. Ça, c'est l'information que moi j'ai, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux. Moi, en tant qu'investisseur, je reste là, observateur, et puis je suis là, j'attends de voir. Parce que les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux. Quelqu'un vient se plaindre de ma structure, j'attends de voir la réaction de ceux que j'ai mandatés pour faire le travail sur le terrain. Je suis propriétaire de la banque, de la CIB, parce que je suis actionnaire. Effectivement, ceux que j'ai mandatés, qui sont le personnel de la CIB, ils envoient l'information, ils communiquent là-dessus. Et ils disent que, écoutez, ces derniers temps, on a un acharnement sur les réseaux sociaux et qui disent que nous, on a gardé par devers nous 40 milliards. En aucun moment, M. Atobra, tu es le propriétaire de notre banque, en aucun moment, nous, on a reçu 40 milliards. On n'a pas reçu ça. En plus de ça, depuis 2020, ce client-là nous harcèle de ce que on a reçu les fonds, il faut qu'on lui donne les fonds. Donc, pour ça, nous, on a porté plainte. Et on attend juste que la justice fasse son travail. Voici ce que moi, ma structure me dit. Je dis à ma structure, OK, il n'y a pas de problème, tu as bien travaillé. OK, si apparemment tu n'as rien reçu, ça veut dire qu'on ne fait rien, reste tranquille. Et ma structure reste tranquille. Après, je vois encore l'information sur les réseaux sociaux du même client qui fait aussi un communiqué à la suite du communiqué de mon entreprise, mais qui ne répond pas, qui ne va pas sur, je vais dire, la forme du problème, mais qui va sur le fond en disant que le communiqué n'est pas daté, le communiqué n'a pas été cacheté, le communiqué n'a pas été ceci, le communiqué n'a pas été cela. Moi, propriétaire de la CIB, j'ai dit, mais attention, il y a un problème. J'aurais voulu qu'à la suite de ce communiqué-là, de la CIB, bien au contraire, il y ait un communiqué de ce client-là pour dire que ce que la CIB, pour, si vous voulez, faire des objections sur les différents points de la CIB, présenter les preuves, puisque la CIB dit qu'elle n'a pas reçu. Moi, j'ai fait un communiqué avec des pièces à l'appui pour présenter les preuves. Je ne montre pas sur une caméra, reculer, machin et tout. Moi, je ne fais rien avec ça. Mais je présente les preuves avec les documents, avec les mails, tout ce qu'il y a. C'est une aubaine pour moi, justement, de contredire. Moi, ma banque, la banque d'Atobra, je ne vois pas ça. Ce communiqué arrive et le communiqué se penche plutôt sur le cachet qui n'y est pas, ça a été fait sur ligne, ainsi de suite, etc., etc.
J'ai dit, OK, je reste quand même, je suis là, j'attends. De toutes les façons, la CIB a dit que la CIB a porté plainte. Donc, on attend les autorités. Tout simplement, moi, investisseur, j'attends. À la suite de ça, effectivement, les autorités, ils se lèvent, ils viennent et puis ils disent, ben, écoutez, on a appris quelque chose. Nous, on est censé protéger les investisseurs, mais en même temps protéger aussi les entreprises qui sont sur notre territoire. On a appris quelque chose, un problème sur les réseaux sociaux. On a cherché à comprendre le problème. Et voici nous notre résultat. On a demandé à l'APBF, si vous voulez, qui est le parrain, l'association de toutes les banques, qui a aussi ses organes de contrôle et de justice. On a contacté la BCAO. La BCAO a produit un rapport. On a contacté un expert judiciaire qui a produit un rapport. Selon l'État, ces deux rapports-là ont eu la même conclusion. Ils sont allés plus loin dans leurs investigations. Ils se sont rendus compte que, justement, c'est un cas de fraude et c'est un cas de faux et usage de faux. Dès cet instant, ils punissent les personnes, justement, qui ont fait ce faux-là et usage de faux. Qu'est-ce que moi, investisseur, je dis? Ah, la CIL dit qu'elle avait porté plainte. Ça fait depuis 2020. Effectivement, l'État de Côte d'Ivoire a pris parti. À la suite de leur investigation, je ne suis pas juriste, à la suite des éléments factuels qu'ils ont eus, on ne condamne pas quelqu'un comme ça, et ils sont allés, ils ont condamné les personnes. Donc moi, propriétaire de la CIB, mais je suis tranquille. Je vous dis, j'interviens en tant qu'investisseur. Je suis tranquille. Je suis dans un village. Ma famille, il y a un problème. Ma famille biologique dit, nous sommes avec toi. Apparemment, tu n'as rien fait. Mes grands-parents disent, nous sommes avec toi. Apparemment, tu n'as rien fait. Le chef de village dit, j'ai vérifié, je suis avec toi. Apparemment, tu n'as rien fait. On va plus loin. Le village est dans une région. La région dit, je suis avec toi. On sort du village, on va vers l'État. L'État dit, je suis avec toi. En plus de l'État, on a la CENTIF qui est là, qui gère toutes ces questions-là. La même CENTIF aussi dit, je suis avec toi. Les gars, et puis moi, le propriétaire de la CIB, je dis, attends, c'est vrai, on m'a donné raison, hein, mais il y a tellement de bruit dans cette histoire-là. Moi-même, l'activité, là, je vais laisser tomber. J'ai un problème pour moi. Et donc, moi, en tant qu'investisseur, j'ai un problème. Je me situe juste dans le fait que tout ce monde-là est avec moi qui suis le propriétaire de la CIB. En face, on a qui? On a un client. Ces avocats sont venus, ils ont intervenu. Et qui se penchent uniquement que sur un rapport d'un éventuel expert. Et ce rapport-là, ça s'est produit et le rapport dit que le document était authentique. Que eux, ils ont reçu, ce document-là est authentique. C'est vrai. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas dit la vérité. Mais moi, investisseur, je me dis, ben, écoute, en quoi est-ce qu'un document authentique justifierait la réception effective des fonds? Moi, je travaille, par exemple, on va dire n'importe quoi dans une structure. Je prends un papier en tête de la structure. Je prends la signature, par exemple, je dis n'importe quoi, du DG de la structure. Une signature authentique. Je fais un courrier. Je prends cette signature-là, je colle sur le papier en tête. Le papier en tête qui est authentique. Je donne ce papier en tête-là avec la signature du DG. Ou même, disons même le DG même a bel et bien signé. Et puis je prends, et puis je donne à un expert. Mais le rapport de l'expert, ça sera quoi? Que le document est authentique, effectivement. Parce que ça est sur un papier en tête et le papier en tête a été vérifié. Effectivement, c'est un papier en tête qui vient de la structure. La signature portée sur le document, effectivement, c'est la signature du DG. Mais est-ce que ça veut dire que l'information sur la lettre là, sur le document, cette information-là, elle est correcte? Elle est effective? La question reste posée. L'expert ne gère pas ça, hein? L'expert vient authentifier le document qui a été produit. Mais l'expert ne va pas au-delà.
Comment est-ce que ça a été produit? Est-ce qu'il n'y a pas eu un cas de vol de papier en tête? Est-ce qu'il n'y a pas eu un cas où peut-être il y avait une arme sur la tempe du DG et puis on lui a demandé de signer forcément, ainsi de suite, etc., etc. L'expert ne fait rien avec ça. L'expert dit, le document que tu m'as donné là, c'est un bon document ou pas? Oui, c'est un bon document. Point. Il s'arrête là. Même si on suit la logique du client, je dis bien même si on suit la logique du client. Donc, à aucun moment pour moi, je ne dois me pencher sur un éventuel document qui justifie son authenticité. Je ne dois me baser sur ça pour dire que la banque a reçu les fonds ou pas. Pas du tout. J'ai un seul recours. Je retourne vers mon correspondant et je dis à mon correspondant, je n'ai pas reçu l'argent que tu m'as envoyé. Mon correspondant va voir la banque, la Barclays, pour dire que j'ai fait partie de l'argent. Apparemment, ils n'ont pas encore reçu. Qu'est-ce qu'il en est? Ils vont gérer ça entre eux. Mais chose curieuse, les bailleurs de fonds ne se prononcent pas depuis. Silence radio, sauf erreur ou omission de ma part, parce que je n'ai pas encore vu ça. La Barclays non plus ne dit pas, mais attends, j'ai un problème. Moi, j'envoie 40 milliards et puis on dit n'ont pas reçu. Je ne peux pas laisser ça. Elle non plus, elle n'a pas encore, elle ne s'est pas prononcée encore. La Barclays. Encore, mon client se trouve dans une association, une organisation bien structurée et tout. Je n'ai eu aucun soutien venant, par exemple, de l'association de mon client pour dire attention, de la manière qu'ils sont en train de traiter notre balle, c'est comme ça qu'on va nous traiter. Nous, aucun soutien. Il est seul avec ses avocats. Moi, j'ai le soutien de l'APD. Moi, j'ai le soutien peut-être de la BCAO, de la CENTIF, de l'État. Il a été même condamné pour ça. En face, je ne vois rien. Aucune contestation, à part des vidéos sur les réseaux sociaux et également des avocats qui se prononcent. C'est normal, c'est le conseil du client. Face à cette situation, c'est à vous de décider. En tant qu'investisseur, qu'est-ce que vous en faites? Et donc, prenez du recul et vous êtes à l'EDB Assistance, on vous forme en conséquence. Et donc, prenez du recul, n'ayez pas la même réaction que le grand public parce que vous vous êtes formé. Il y a des gens qui viennent vous donner des informations et des bonnes informations. Prenez du recul et puis décidez de vous-même. Je ne dis pas que le client a tort, je ne dis pas que la banque a raison. Je dis simplement, j'ai des éléments qui sont en face de moi. Moi, celui qui peut retirer l'agrément à ma banque cible, il dit que j'ai raison. Mon parrain qui doit aller me défendre, l'APBF, dit j'ai raison. L'État sur lequel je suis, sur son territoire, qui peut me chasser malgré mon agrément, dit que j'ai raison. Il va plus loin même pour condamner les personnes en face. En plus de ça, de façon internationale, la CENTIF qui est chargée justement de mener toutes les enquêtes pour voir s'il n'y a pas de cas de blanchiment et tout, dit aussi que apparemment j'ai raison. J'ai quel problème à exercer mon activité, moi, en tant que banque? En quoi est-ce que cette affaire pourra justement, moi, être, je vais dire, comment on appelle ça, un obstacle à mon activité et qui pourrait se répercuter sur mon PNB et qui pourrait également se répercuter sur moi, mon dividende? Rien du tout. La cible me distribue des dividendes depuis 2016. La question, qu'est-ce que j'ai payé? J'ai payé l'activité de la cible. J'ai payé la possibilité, la capacité de la cible à me faire du PNB et à me donner, à faire un bon résultat et à me donner mon dividende. Point. L'affaire, là, c'est depuis 2020. Hein. Mais 2020, la cible a donné mes dividendes. 2021, la cible a donné mes dividendes. C'est en 2022, là, on entend en parler de ça. Et je vous parle d'une affaire de depuis 2020. Moi, j'ai quel problème, moi, en tant qu'investisseur? J'aurai un problème si et seulement si, à la prochaine publication des états financiers de la cible, si la cible a un problème quelque part et que je sens qu'il y a un recul au niveau de son activité et tout, en ce moment-là, je prends position pour chercher à savoir pourquoi ce recul. Pourquoi ce recul? Pourquoi cette stagnation? Et ce pourquoi-là, si ça m'amène à l'affaire d'ici immobilier, ah d'accord, ça veut dire que il y a eu un impact significatif, cette affaire-là a eu un impact significatif sur l'activité de mon entreprise. Là encore, je vais plus loin.
quelle est la capacité de la cible à faire face justement à cet impact sur son activité. Si la cible peut me trouver des solutions, mais je suis prenant. Je suis prenant tranquillement. Et si la cible, je vois que la cible ne peut pas me trouver une solution face à cette situation, c'est en ce moment-là que je commence à m'alarmer pour dire attention, il faut que je commence à plier mes bagages. Sinon, très sincèrement, moi, dans ma position d'investisseur, avec tout ce que je viens de vous expliquer, franchement, je suis cible, quoi. Voilà. J'attends les résultats, j'attends vos différentes questions. Et puis, je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, Joël. La passion a pris le dessus sur le début de ton propos. J'avais voulu, comme je l'avais dit d'entrée, la structurer en termes de le banquier parle d'abord, après l'investisseur. Mais je pense qu'on a eu les deux réponses. Donc déjà, moi, je vais récapituler pour déjà ceux qui nous suivent en direct et puis ceux qui suivent en replay. Donc, l'idée, c'était qu'un banquier puisse, en analysant les éléments factuels dont on dispose, émettre un avis sur, d'abord présenter comment les choses se passent et après faire le cas pratique de la cible. Donc, déjà, ce que je note de ce que tu as dit, c'est que un Swift, fut-il authentique, et tu vas répondre à ça spécifiquement, un Swift, fut-il authentique, ne signifie pas dans le monde bancaire l'effectivité du transfert des fonds. Est-ce qu'en tant que banquier, tu confirmes ce point-là? Oui, je confirme. Ça existe. C'est pas, je vais dire, c'est récurrent. On a souvent les SWIFT et puis on n'a pas les fonds. Donc, ce sont des chiffres authentiques. Déjà. Authentiques, les SWIFT peuvent être authentiques puisque nous, en tant que banquier, on ne peut pas, si vous voulez, nous prononcer sur l'authenticité ou pas. Nous, le client, il envoie un SWIFT, il dit que je dois recevoir de l'argent. On lui dit simplement, puisque c'est nous qui recevons, on n'a pas reçu de l'argent. Souvent, il va vers son interlocuteur et il trouve des moyens. Effectivement, souvent, l'argent n'est pas venu. Souvent, il y a pas mal de problèmes technologiques, il y a pas mal de problèmes réglementaires, tout ce qui va avec. Et puis, bon, après, on passe à autre chose. Il trouve un autre moyen de lui envoyer de l'argent. Ce que je vois déjà, c'est que, et je reprends toujours l'idée pour les autres et pour que ce soit en replay, c'est qu'un chiffre authentique peut ne pas faire l'objet de transmission pour divers problèmes. Et ce que j'entends, c'est que il y a déjà eu ça dans le monde de la banque, c'est récurrent. Ça n'a rien d'exceptionnel. Voilà, ça c'est un. Deux, j'ai cru entendre aussi que le virement international ne vient pas dans les caisses de la banque, encore moins dans les caisses du client, mais vient dans les caisses de la BCAO qui doit confirmer réception et ensuite c'est la BCAO qui répercute sur le compte de la banque. C'est bien ça? Tout à fait. Donc, en aucun cas, par exemple, une banque d'elle-même ne reçoit les fonds et ne peut les rediriger, en tout cas dans le cas d'un virement international. Pas du tout. Puisque les comptes qui reçoivent justement ces fonds-là sont logés à la BCAO. D'accord. La BCAO, c'est la banque des banques. D'accord. Donc, les gars, communauté école de la bourse, moi déjà, c'est ces deux points-là sur lesquels je vais m'arrêter pour vous donner la parole. On a déjà, entre guillemets, une explication du mécanisme des SWIFT et de ce que c'est une messagerie. Et ensuite, le circuit des virements internationaux qui transite d'abord par la BCAO. Donc, à partir de ça, est-ce que vous avez des questions en plus sur les éléments factuels? Je ne dis pas, on va prendre la parole pour dire non, moi je crois à d'ici. On n'est pas sur ça d'abord. On est sur les éléments factuels dont on dit. Et puis après, chacun pourra tirer toute conclusion qu'il veut. C'est chacun qui achète ses actions cibles. Donc, si toi-même tu achètes ta chose que tu veux vendre, je veux dire, on ne peut pas t'empêcher. Mais restons, puisqu'on est dans le cadre d'un meeting avec un banquier, sur les éléments factuels, à partir de tout ce qui a été exposé par DC, par la cible et ensuite par Joël. Quelles sont les questions que vous avez pour qu'on puisse creuser le cas? Qui commence? Qui se jette à l'eau? Monsieur Diallo, allez-y. Donc, bonsoir à tous et bonsoir coach, bonsoir Monsieur Joël et merci pour ce bel exposé. Ma question c'est, est-ce que les enquêtes qui ont été menées, est-ce que
la BCAO où les enquêteurs sont tournés vers la société qui était censée émettre ce virement. Parce que le client, il devait recevoir son virement d'autres clients. Est-ce que cet autre client il a été contacté? Qu'est-ce que ce client il a dit? Il a confirmé ou pas? Merci beaucoup. Bon, déjà, moi, je vais te répondre de ce que je sais et après, Joël pourra rebondir. Je te pose la question à toi-même. Qui est censé se retourner vers ce client-là? Est-ce que c'est la cible? Est-ce que c'est les enquêteurs? Ou est-ce que c'est le bénéficiaire, en l'occurrence d'ici Immobilier, qui est censé se retourner vers son financier? Je te pose la question. Bon, Monsieur moi, je Diallo. pense que c'est le client qui doit se retourner vers... Voilà, la cible n'a pas à interroger. Voilà, la cible n'a pas à interroger Forest Capital Management. Les enquêteurs n'ont pas interrogé Forest Capital Management. De ce que je comprends, et Joël pourra donner son avis, de ce qu'il a expliqué, si un virement est initié, que la banque dit qu'elle n'a pas reçu, avant d'aller se plaindre sur les réseaux sociaux, d'ici devait repartir vers son financier, en l'occurrence Forest Capital Management. D'autant plus que ici, de ce qu'on sait de l'affaire, d'ici a supposé être en relation avec ce financier via un monsieur qui est à Abidjan ici, qui serait en prison actuellement. Ce monsieur qui est à Abidjan ici se présente comme le représentant de FCM en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Forest Capital Management a un site internet avec des représentants. Et on ne voit pas le nom de ce monsieur-là sur le site. Forest Capital Management a un représentant Europe qui est en France. Mais ils n'ont jamais évoqué sur le site avoir un représentant qui est en Côte d'Ivoire. Donc, tu peux tomber sur quelqu'un qui dit être le représentant de quelqu'un à l'étranger. On a ça beaucoup sur le terrain. Et qui suppose avec toi faire des affaires et tout ça. Mais à un moment, quand tu as ce type de problème de ils ont envoyé l'argent, ils n'ont pas envoyé l'argent, toi-même d'ici, tu es censé repartir vers ce bailleur-là pour dire donnez-moi un courrier officiel, comme tu le dis toi-même, une réponse officielle que je peux présenter dans un procès Forest Capital Management avec tous les éléments rattachés, confirme avoir initié le virement, voici l'avis de virement, voici tout. Et de ce que je sais, dans aucune vidéo de DC Immobilier, il n'évoque ça. Il se contente juste de dire ils ont fait le virement sur la base d'un Swift qu'on lui a présenté par le gars qui est à Abidjan ici. Mais je n'ai vu aucun courrier de Forest Capital Management qu'il présente pour dire voici l'élément de mon bailleur qui confirme qu'il a fait un virement. Donc, pour te répondre, premièrement, c'est à DC d'aller vers son bailleur. Et deuxièmement, je ne pense pas qu'il l'ait fait parce que de toutes leurs vidéos, ils n'ont pas présenté cet élément-là. Ils présentent que le Swift comme justif du virement qui est envoyé. Maintenant, il me semble que je t'ai coupé. Tu étais en train de parler, tu as défini une phrase. Bon, je pense que la réponse est dans tout ce que tu as donné. Hein. Je pense que tu avais saisi l'essentiel de ma question. Pourquoi je dis restons factuels? On a tous regardé toutes les vidéos. Si moi, je n'ai pas vu des choses, je n'ai pas vu des choses, restons tous factuels. Ce que les gens ont mis en avant, c'est ce qu'ils ont, et ce qu'ils n'ont pas mis en avant, on suppose qu'ils ne l'ont pas. Donc, exactement. Sur le bailleur, on n'a rien du tout. Sur le bailleur, on n'a rien du tout. On n'a qu'un Swift. Et j'ai fait les recherches comme tout le monde. Hein. Je suis allé, j'ai cherché pendant plus de 2 jours, j'ai cherché avant d'intervenir. Moi, je n'ai rien vu. Et encore, M. Diallo, pour rebondir même, pour enchérir, on va dire les choses comme ça, c'est que la cible encore s'est permise d'aller demander à Barclays, avec le document qu'ils ont mis à leur disposition, envoyé à Barclays, qui est son frère. Barclays, j'ai dit, oh, il y a un gars chez moi ici qui dit que tu dois lui envoyer 40 milliards. Donc, il faut m'envoyer, moi-même, j'ai besoin de ça pour faire mes activités ici, parce que j'ai besoin de ressources. Barclays dit, dis à ton gars là que jamais ce montant-là, je l'ai envoyé chez toi, en Côte d'Ivoire. Encore moins le code Swift même qui est là, c'est frauduleux. C'est Barclays qui a répondu par courrier. Le courrier a été versé au dossier. Le procureur a ce courrier-là. Il y a eu une vérification par la suite par appel téléphonique pour dire même qu'on ne sait jamais si le courrier a été falsifié ou pas. La cible est allée jusqu'au-delà de ce qu'on attend d'elle. Mais après, les gars,
Bon, enfin, c'était juste pour apporter. Donc, Monsieur Ba, allez-y, vous avez officiellement la parole. Non, c'était juste pour aborder dans le sens de M. Joël, où il disait que les documents peuvent être faux. Et le monsieur en question a dit que c'est au niveau de la cible que les falsifications ont été faites. Donc, je voulais lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce que dans ces vérifications, il a vu si c'est vrai ou si c'est faux? Bon, ok, Monsieur Ba, je vais répondre rapidement. Peut-être. Peut-être que la falsification a été faite à la cible. Peut-être. Mais la Barclays pouvait quand même dire aussi que le document que tu m'as envoyé là, c'est faux. C'est vrai. Mais les montants de 40 milliards là, je t'ai envoyé. Voici le bon document. C'est possible aussi, non? C'est ça. Ne voyez pas la banque. Voilà. Ne voyez pas la banque comme truc. Moi, Monsieur Ba, j'arrive. Vous envoyez votre enfant chez moi. Et puis votre enfant vient me donner quelque chose. Moi, je pense cette chose et puis je vous demande, Monsieur Ba, est-ce que c'est vous qui avez envoyé votre enfant pour venir me remettre tant? Ce n'est pas ce que vous avez remis à votre enfant. Mais vous devez aller plus loin pour dire, non, effectivement, je l'ai envoyé, mais ce n'est pas ce que je lui ai demandé de te remettre. Je lui ai plutôt demandé de te remettre tant. Ça se fait, non? Vous ne croyez pas? Ah. Mais la Barclays dit, non seulement le document que tu m'as envoyé là, c'est faux, mais en plus de ça, moi, à aucun moment, je n'étais envoyé un tel montant pour toi. Je ne l'ai pas fait. Je suis en train de vous parler du code. Ok, d'accord, d'accord. Je pense que c'est assez clair. Merci. D'accord. Donc, en tout cas, merci, M. Ba, merci, M. Smaïla. Est-ce qu'il y a d'autres questions précises avec des éléments factuels qui peuvent nous permettre de construire une réflexion sur le sujet? J'ai une question. D'accord, Brice, vas-y. Ma question est, lorsqu'un client vient à la banque et qu'il produit des documents pour lui de bonne foi qui sont pour lui authentiques pour un virement et que la banque se rend compte qu'il y a un problème, est-ce qu'ici, automatiquement, la banque saisit les institutions pour dire que ce client-là tente de faire du faux, de frauder et les mécanismes de détection de fraude sont activés, ou alors la banque dit au client que attention, votre document n'est pas authentique et on s'arrête là. À quel moment le mécanisme de détection de fraude est mis en branle? Ok, merci beaucoup, Brice. Alors, je vais expliquer. D'abord, il faut dire que c'est une affaire qui date de depuis 2020. Ça veut dire pendant 2 ans, on essaie de faire comprendre aux clients que ton argent là n'est pas chez moi. Demande à celui qui t'a envoyé de l'argent là, qu'est-ce qu'il en est? Et le gars est persuadé, je suis désolé, je ne demande pas à celui qui m'a envoyé l'argent. Toi, moi, j'ai reçu une information de ce que l'argent est chez toi. Donc, c'est toi qui as mon argent, donne mon argent. Pendant 2 ans, ça devient un harcèlement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous avez suivi bien le communiqué comment on appelle ça, le communiqué du procureur de l'État, il a bien mentionné dans son communiqué, il a dit que en fait, c'était, comment on appelle ça, c'était un système qui était utilisé par des fraudeurs depuis longtemps et qu'il y a eu la mise en place de, si vous voulez, de réponse en fait, des choses, des mécanismes, je ne vais pas vous le dire ici, moi je suis informé en tant que banquier. Donc il y a eu quelque chose qu'on a mis en place justement pour mettre la main sur tous ces cas de fraude. Parce que ça ne date pas de longtemps. Je vous parle de code SWIFT, d'une messagerie. C'est-à-dire, on prend une messagerie et puis on dit, écoute, Brice, M. Kwao dit, comme toi tu t'appelles Brice et puis M. Kwao aussi s'appelle Brice, Brice, M. Kwao dit de me donner tel montant. Ça, c'est le canal SWIFT. Et puis, Brice, sans vérification, tu dis, ben, écoute, voilà ton montant parce que M. Kwao, tu as un document qui dit que M. Kwao, Brice a signé pour dire de te donner tel montant. Le SWIFT, je vous le rappelle, ne fait pas de transfert. Le SWIFT, c'est une messagerie de ce que je t'ai envoyé l'argent, voici les codes, voici les coordonnées, voici comment est-ce que tu peux aller récupérer l'argent dans ta banque centrale. Et la banque se réfère à sa banque centrale qui, elle aussi, dit, OK, apparemment, on a reçu un code de ce qu'on doit recevoir de l'argent et puis on tape. Bon, j'ai pas envie de sortir certaines choses et puis on a l'argent.
C'est très sécurisé. Je vous parle d'une messagerie qui est utilisée par 11 000 établissements bancaires. Il y a 500 ordres par seconde dans ce système-là. 500 ordres. Donc, rien ne peut passer inaperçu. Même si c'est passé et que ça a été supprimé, on le saura. Et donc, moi, tu me harcèles depuis 2020. Je te dis, je n'ai pas ton argent. Tu dis, j'ai ton argent. Tu vas plus loin et tu estimes, là, d'ici, Immobilier a dit qu'il y avait des agents de la BCAO qui lui ont demandé 30%, 40% des fonds. Et il dit qu'il a la liste des noms de certaines personnes qui ont pris son argent et qui se sont servis à la BCAO. Mais en quoi est-ce que moi, si j'y suis pour quelque chose? En ce moment, j'ai dit, attention, le problème là où ça va, moi, j'ai mon image à protéger. Je porte plainte contre X. C'est ce que la CIB a fait. La CIB n'a pas porté plainte contre d'ici, la CIB a porté plainte contre X. J'ai besoin qu'on m'éclaircisse cette affaire-là pour que moi, je sois tranquille, moi aussi. Juste ça. Et justement, à l'aboutissement de cette affaire, quand on allait justement tirer les conclusions, parce que je suppose, ça fait près de 2 ans maintenant, l'affaire est partie sur les réseaux sociaux. Pour vous répondre. Ok, monsieur Baba, oui, c'est bon. Donc, juste une dernière chose. Donc, à aucun moment, la banque, lorsqu'elle reçoit un document, le déclenche automatiquement de mécanisme. Lorsque la banque reçoit un document, la banque essaie de vérifier si la véracité de ce document-là, si ce document-là, il est bon ou pas. Si ce document-là, il est bon, dans notre cas, par exemple, si ce document-là, il est bon, on te dit, par exemple, le document, il est bon. Lorsqu'on te dit qu'il n'est pas bon et que tu t'entêtes, tu dis qu'il est bon, la banque pousse loin son analyse et ses investigations en contactant son confrère, comme je viens de le dire, pour dire, il y a quelqu'un qui dit que tu dois lui envoyer de l'argent, qu'est-ce qu'il en est? Et son confrère lui dit, par courrier, écrit, signé, que je ne t'ai pas envoyé de l'argent. Dès cet instant, moi, je dis au client que je n'ai pas reçu ton argent. Sinon, il y a une vérification par derrière avant de mettre l'argent sur le compte du client. Donc, on est 174 actuellement connectés en direct. Bravo, c'est la première fois que Parlons d'Argent a autant de participants. Il nous reste encore 6 minutes. Il nous reste 6 minutes, donc on peut encore prendre une question et après on va parler rapidement du cas de Orange Côte d'Ivoire. Donc, une dernière question sur d'ici et la cible. C'est Serge Diakito. D'accord, ok, vas-y. Oui, juste bonsoir à tous. Juste savoir s'il devait y avoir effectivement transfert de fonds, ces fonds-là viendraient de la banque Barclays ou alors, je vais dire, d'un équivalent de la BCAO aux États-Unis. Merci. Bon, ça c'est une très bonne question. Une très très bonne question. Là encore, il peut avoir justement un équivalent de la BCAO, par exemple. Il peut y avoir, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas la BCAO, je ne sais pas si la BCAO est un correspondant ou pas. Mais par moment, il y a des correspondants qui rentrent en ligne de compte. Souvent, pour faire un transfert, par exemple, si moi moi, ma banque, par exemple, n'est pas en Belgique ou n'est pas, je vais dire, à Londres. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'argent qui doit sortir de Londres, il faut que j'ai un correspondant qui va prendre l'argent depuis Londres et puis après, cet argent la mettre sur un compte correspondant. Il faut que la Banque centrale, peut-être de Londres, essaie justement de mettre l'argent sur un compte correspondant d'une autre banque pour que cette banque-là, justement, puisse faire un autre virement de son compte vers, je dis n'importe quoi, vers la BCAO, etc., etc. Il y a effectivement des correspondants qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais qu'il y ait des correspondants ou pas, le début de l'opération, c'est Barclays, la fin, c'est la BCAO. On s'en fout à la limite, excusez-moi, du thème des correspondants. Barclays qui émet le virement, est-ce que tu as émis le virement? Non, on passe à autre chose. Moi, BCAO aussi, je n'ai pas reçu. Si moi, BCAO, je n'ai pas reçu, je ne sais pas pourquoi est-ce que je créditerais le compte de la cible qui est chez moi. Si la cible n'a pas reçu, je ne sais pas pourquoi est-ce que la cible créditerait le compte de DC Immobilier qui est chez elle. Voici en fait. Et donc, effectivement, il y a des correspondants par moment qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on n'a pas un correspondant sur place. D'accord. Merci beaucoup, Joël. Dans le meeting de ce mois-ci, on avait pour la première fois 2 thèmes. Donc, je vais essayer de faire très court sur Orange.
pour que vous ayez aussi la possibilité de poser des questions et puis on va clôturer. Sinon, on va se retrouver avec une vidéo qui est trop longue en replay. Cette semaine, début de la semaine, vous avez reçu tous via la SG Bridge Securities un bulletin d'intention concernant l'OPV de Orange. Vous m'avez interrogé en privé et je vous ai dit qu'on allait en parler ce dimanche. Voici ma position. Dans les opérations de marché primaire, il est vrai que les SG peuvent demander aux clients de réserver et tout ça. Ça s'est déjà fait. Moi, j'ai déjà croisé ça quand j'étais à Chouji Bourse dans le cas de l'OPV de NCA Bank. Toutefois, il serait imprudent de réserver quelque chose sur quoi on n'a aucune information. Et qu'est-ce que j'entends par aucune information? Orange Côte d'Ivoire arrive à la BVM, c'est vrai. Mais est-ce pour autant qu'on va souscrire à Orange Côte d'Ivoire, on va réserver? On a besoin des fondamentaux d'Orange Côte d'Ivoire pour avoir même l'envie ou pas de souscrire. Et je sais que beaucoup parmi vous avez oublié ça. C'est-à-dire juste parce qu'Orange vient, je veux Orange. Mais on n'achète pas une action, excusez-moi, parce qu'elle s'appelle Orange. On ne réserve pas pour 1 million, pour 2 millions, juste parce que c'est Orange. On a besoin des fondamentaux d'Orange, de ses performances, de ses perspectives, de sa politique de rémunération, des hypothèses de valorisation pour pouvoir vouloir même. Si vous avez bien remarqué, depuis que cette histoire a commencé de Orange arrive là, est-ce que vous me voyez parler? Est-ce que vous me voyez m'enthousiasmer? Non. Pourquoi je vais m'enthousiasmer? Je ne sais rien de Orange en termes de capacité. Je ne sais rien de Orange en termes de politique de rémunération. Je ne sais rien de Orange en termes de rentabilité. Pourquoi je vais vouloir ou pas vouloir? Je suis juste neutre. J'attends la note d'information qui permettrait d'émettre un avis. Et après, maintenant, la note d'information, alors on va réserver ou souscrire tout ce que vous voulez. Mais ce serait imprudent de s'engager déjà dans des réservations, dans des conserver telle somme-là, et puis maintenant, après, vous ne ferez pour la plupart pas l'exercice de l'étude. Quand la note d'information va sortir, et puis vous allez convertir la réservation en achat, et c'est après maintenant, quand les choses vont peut-être mal se passer, que vous allez vous rendre compte que non, mais pourquoi ça baisse? Qui t'a dit que c'est sur cette base-là qu'on achète? On achète sur une analyse que tu n'as pas faite. Tu as réservé depuis le début, et puis bon, tu es passé à autre chose. Donc moi, personnellement, je n'ai pas rempli le bulletin d'intention de Bridge dans ce sens-là. Et j'attends la note d'information et j'attends les bulletins officiels de souscription. C'est comme ça qu'une opération de marché primaire se passe. On a une note, et si vous vous rappelez bien, le jour où le bulletin d'intention est arrivé, là, il y a une note d'information qui est arrivée concernant l'emprunt obligataire de l'État du Mali, avec aussi un bulletin de souscription. Donc, une opération de marché primaire vient avec une note d'information, avec un bulletin de souscription. C'est ce qui permet à l'investisseur d'émettre un jugement et de pouvoir réserver, voire souscrire. Mais là, on n'a rien, et puis on veut nous faire même réserver des montants. Je suis mal à l'aise avec ça. Je vais finir avec un rappel historique. Pour certains, je suis trop compliqué, Orange quand même, qu'est-ce qu'on risque et tout ça. Ce n'est pas d'Orange il s'agit, parce que vous avez peut-être oublié ça. On est sur le marché financier. Et sur le marché financier, quelqu'un vient lever des fonds en disant que l'entreprise qui veut te vendre là, cette entreprise vaut 1000 milliards par exemple. C'est lui qui a dit, est-ce que tu as fait une contre-étude, une contre-analyse? En souscrivant à 9500 ou à 10 000 ou à je ne sais pas quoi, vous validez la valorisation faite par l'entreprise pour laquelle vous avez souscrit. Comme j'ai dit, en l'état actuel, c'est très imprudent parce qu'on n'a rien du tout. Donc, petit rappel historique, sur le marché de la BVM, ces dernières années, il y a eu 6 OPV. Il y a eu Aura Group, qui est la plus récente. Il y a eu Ecobank Côte d'Ivoire. Il y a eu NCA. Il y a eu Sucrivoire. Il y a eu la CIB. Et il y a eu Coris Bank. Vous allez me rappeler si j'ai oublié un. Sur les 6 derniers OPV, petit rappel historique, 3 se sont cassés la figure. Sucrivoire, NCA et Aura. Aura, on peut dire, bon, pas tout à fait, ça a juste baissé un peu, mais en fait, baisser, ça veut dire que ça n'a pas marché. En fait, c'est ça. Quand tu achètes quelque chose à 4 000, que ça coûte 3 700, c'est que tu as perdu, en fait. Et on parle de quelque chose 4 ans après, quoi, ou 3 ans après. Donc, ce n'est pas parce que l'État de Côte d'Ivoire vend. Ce n'est pas parce qu'on est dans une configuration d'une opération de type marché primaire
que en soi, ça en fait une opportunité d'investissement rentable pour vous. Et si vous l'avez oublié, revisitez les 6 dernières OPV. 50% ont perdu de l'argent en participant à ces opérations-là. Ce qui nous a réussi, et je suis très content parce que je suis vraiment content d'avoir fait ça, c'est la cible. De nous avoir sensibilisé tous à acheter la cible. On a gagné de l'argent, plein d'argent dessus. Et puis voilà quoi, on était tranquille pendant des années. EcoBank, dans une moindre mesure, et puis Coris. Donc, 50% de taux de réussite, 50% de taux d'échec, ça implique de notre part un recul avant de remplir des documents. Ça implique de notre part plus d'informations avant de réserver quoi que ce soit. Donc, pour vous répondre en divers de notre session de Parlons d'argent, on ne va pas faire 1 heure encore sur Orange. Personnellement, j'attends la note d'information pour pouvoir y mettre un avis, ne serait-ce que pour réserver quelque chose. Au vu déjà de la procédure normale et au vu des antécédents qu'on est en train d'avoir à la BFM. Avant, ceux qui se rappellent, avant, comme on le dit, moi je suis sur le marché depuis 2011, les opérations de marché primaire, c'était des cadeaux. Tout ce que tu achètes double. Depuis 2016, c'est plus le cas. Il y a des choses que tu achètes et ça baisse. Donc ça implique de notre part un recul critique et une analyse approfondie des opérations avant de réserver quoi que ce soit. Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur Orange. J'ai pas trop duré. Hein. Voilà. Donc on peut prendre 1 ou 2 questions. Oui. Bonsoir Brice, je peux intervenir? Bonsoir monsieur. Ok, vraiment merci pour votre intervention et surtout la prudence que vous observez. Je pense que c'est tout à fait correct, mais comme vous étiez en pourparlers avec Bridgebank, quand vous l'avez posé la question, pourquoi ils ont émis cette circulaire-là? Est-ce qu'ils vous ont répondu quelque chose? Oui, j'ai eu une séance avec un personnel là-dessus. Bon, j'ai pas voulu appeler le DG, j'ai pas trouvé utile de le déranger pour ça. Je pense que si on avance, comme je dis là, une opération marché primaire, on aura les informations. Voilà. Donc, c'est pas tant que il fait une faute en particulier. Donc, j'ai demandé, elle a expliqué que c'est comme si jauge l'intérêt parce qu'il y a de l'engouement et tout ça. Je lui ai dit, ok, je comprends ça. En quoi ça engage ma communauté? Dans le sens, si quelqu'un remplit ce document, est-ce que mécaniquement, si les documents officiels sont déposés, il est dans un genre de, comment on peut dire ça, starting block, ou bien il doit remplir à nouveau le bulletin de souscription? Elle dit non, il doit remplir à nouveau le bulletin de souscription. Je dis, mais s'il doit remplir à nouveau le bulletin de souscription, l'intention est fait à quoi alors? S'il doit remplir à nouveau. Bon, la réservation du montant, on le fait, on l'a fait, sur quelle base, sachant qu'on n'a pas d'éléments qui nous permettent de valider la valorisation d'Orange. Elle dit non, ça n'engage pas que tant que tu ne remplis pas le bulletin de souscription, on ne va pas te couper. C'est-à-dire, c'est le bulletin de souscription au final qui va définir qu'est-ce qu'on va te prélever ou est-ce qu'on va te prélever finalement. Donc je dis ok, il n'y a pas de problème. Si ça n'engage en rien particulièrement, chacun sera libre de remplir s'il veut remplir. Mais moi, si ça n'engage en rien, c'est pourquoi je me fatigue pour remplir un document que je vais devoir remplir à nouveau. Quand on parlait, je me suis dit, bon, j'ai compris l'idée, mais j'ai voulu creuser encore un autre aspect. Est-ce que ceux qui vont remplir les bulletins d'intention là seront comme un genre de privilégiés par rapport aux autres? Dans le sens, comme eux ont manifesté l'intention et qu'on a déjà réservé leur argent, si les documents viennent, c'est à eux qu'on va envoyer, ils vont confirmer ou pas, et puis on va envoyer après aux autres. Et dans l'exercice, comme vous savez, les autres n'auront rien, parce que les SG n'ont pas assez de quantité. Elle m'a dit non, que quand les documents officiels vont venir, on envoie à tous les clients, qu'ils aient rempli ou pas le bulletin d'intention, et c'est ceux qui vont nous renvoyer des bulletins de souscription. Bien sûr, avec la provision disponible, c'est eux qu'on va mettre dans les fichiers, qu'on va transmettre. Donc, je dis, bon, j'espère en tout cas que nous autres qui n'allons pas remplir le bulletin d'intention là, on ne sera pas pénalisés quand les bulletins nouveaux vont venir. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un fichier quelque part de ceux qui ont manifesté de l'intention, et puis nous autres qui n'avons pas manifesté là, on va voir si on peut nous envoyer les mails officiels. De toute façon, moi j'ai 3 comptes titres. Donc s'il y a un truc officiel, je vais le voir passer. Donc on a eu une séance de travail dessus. J'avoue que j'ai eu les réponses que je vous ai partagées. Je suis tranquillisé que officiellement on ne sera pas pénalisé si on ne remplit pas. Et je suis tranquillisé que le fait de remplir ne va pas mécaniquement vous rendre actionnaire d'Orange. Vous aurez toujours un recul à avoir
quand les documents officiels vont arriver et re-remplir ces documents officiels avec les quantités que vous confirmez et avec la provision que vous confirmez. C'est ce recul-là que je voulais que vous ayez. Il ne faudrait pas qu'on vous fasse par une réservation, entre guillemets, qu'on vous entraîne dans une opération malgré vous, et puis quand le document officiel sorte, on dise ne prenez pas, alors que vous êtes déjà dans une liste avec montant récupéré. Comme vous serez amené à remplir à nouveau les documents officiels, donc ça nous donne le temps de faire un recul pour étudier l'opération. Je sais que certains se disent il y a pas de risque et tout ça, mais rappelez-vous juste NCA, rappelez-vous juste Aura, rappelez-vous juste Crivoire. C'est pas la première fois que l'État de Côte d'Ivoire nous vend des choses. Et ce ne sera pas la première fois que ça se passe mal. Pas que les entreprises en question aient des problèmes, mais l'hypothèse de valorisation qui est retenue là peut être trop élevée et donc le marché financier va faire baisser l'action pour la ramener au niveau où elle devait être. Juste pour vous donner cette information-là, qui n'est pas privée en soi, mais qui n'est pas aussi connue par tous. Orange va arriver en 2019. Orange va arriver en octobre 2019. Et la valorisation à l'époque, le montant de levée était 100 milliards. Vous pouvez confirmer ça avec Jeune Afrique. Moi, j'ai su ça déjà à l'époque parce que c'est dans le cadre budgétaire de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, l'État de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont là encore là, ils voulaient nous vendre Orange Côte d'Ivoire à 100 milliards en octobre 2019. On est en octobre, disons 2022, c'est devenu 142 milliards. La question, c'est pourquoi un titre est valorisé 50% plus cher 3 ans après. Qu'est-ce que Orange Côte d'Ivoire a produit, a réalisé qui justifie que 50%, 3 ans plus tard, ça coûte 50% plus cher? On ne sait pas. On sait juste que quelque chose qui coûtait 100 milliards il y a 3 ans coûte 150 milliards aujourd'hui. 142 milliards si vous voulez. Donc c'est tout ça qui me dérange. L'État de Côte d'Ivoire a besoin d'argent et est-ce qu'on ne nous fait pas payer comme on l'a fait pour NCA, comme on l'a fait pour Sucrivoire, quitte après dans notre main l'action va se débrouiller. C'est pour ça que je ne veux pas du tout remplir quelque chose sans avoir vu la note d'information. C'est bon, M. Ba? Okay, merci. Vraiment, je suis d'avis avec vous. Hein, et merci pour l'éclairage. Merci beaucoup. D'accord. Dernière question sur Orange et puis on va clôturer le meeting. Oui. Est-ce que je peux poser une question? D'accord, vas-y. Voilà. Moi, je me disais, par rapport à cette situation de... Vous êtes monsieur? De vouloir connaître... Monsieur Koulibaly Youssouf. D'accord. Youssouf Koulibaly, voilà. Par rapport à cette question de pouvoir juger les intentions d'achat, est-ce que cela ne met pas plutôt la SGI dans une position de vouloir avoir une base de spéculation par rapport au prix de l'action? Et aussi, est-ce que le fait d'avoir, n'est-ce pas, une intention d'achat ou de non-achat de l'action avant même que ça ne soit mis sur le marché de la bourse, est-ce que cela ne peut pas mettre les personnes qui connaissent cette information-là dans une situation de délit d'initié, par exemple? Merci. Bon, déjà, il n'y a pas de vraie nouvelle information. Hein. Le prix qu'ils ont dit sur le document était déjà public, 9500. La quantité était déjà publique, 10 millions et quelques. Donc, quelque part, le document qu'ils ont envoyé, le bulletin d'intention, ne nous dit pas des choses que d'autres ne savent pas. Donc, il n'y a pas de délit d'initié. Je veux dire, nous, on ne sait pas plus de choses que les autres. Première chose. Deuxième chose, la méthode de la réservation, je l'ai dit d'entrée, je l'ai déjà croisée à Sogibus. Autant de l'OPV d'NCA, Sogibus nous a fait la même chose. On a réservé et après, on a confirmé. Mais ça ne s'est pas fait. Le mail qui accompagne avec Bridget me dérangeait un peu. Donc, j'ai voulu appeler. Sinon, Sogibus, bon, on sait, en fait, une personne mariée primaire, on attend le document, quoi. Voilà. Et le document arrive, il y a un délai entre le document et puis la souscription. Et c'est ce délai-là que tout le monde a rempli. Personne ne remplit le jour J. En tout cas, quand tu étais formé à l'EDB, tu sais qu'il ne faut surtout pas attendre le jour de l'opération pour remplir. Donc, si ça vient 2 semaines avant, même 1 semaine avant, on remplit tous et on envoie. Donc, réservé ou pas, au final, il y a un document officiel qui vient qu'on remplit. Maintenant, tu parlais de spéculation. Le prix étant le même, ça ne peut pas créer de surenchère. Moi, je pense que c'est une procédure qui n'est pas mal intentionnée, mais je voulais juste me rassurer quand j'ai appelé. Ils ont un objectif de levée de fonds, comme j'ai dit, 142 milliards. Ce titre est découpé entre les membres du syndicat de placement. Il y a le chef de file, le co-chef de file, et puis il y a les autres membres du syndicat. C'est un exemple, je prends. Un Bridge a reçu 100 000 titres. 100 000 titres fois 9 500, ça fait combien? Donc, Bridge, en envoyant les bulletins d'intention,
essaie de voir déjà, est-ce que dans sa base de clients ordinaires, là, ils peuvent déjà avoir les fonds qu'ils doivent collecter, voilà, en tant que membre du syndicat de placement. Et effectivement, les bulletins d'intention que vous avez remplis lui ont montré ça. Donc, ils sont tranquilles, quoi. Ils savent que quand ils auront le document officiel, ils ont au moins ce groupe-là sur lequel ils peuvent compter. C'est pour ça que je me suis inquiété. Ce groupe sur lequel ils peuvent compter, là, est-ce que nous autres, là, ils vont nous envoyer les informations aussi? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on envoie ceux qui ont réservé et puis les autres, on ne les envoie pas. C'est pour ça que je me suis inquiété. Sinon, réellement, ce n'est pas une procédure que j'ai jamais vue. J'ai déjà vu ça avec NCA. J'ai déjà vu ça avec Sogibus. Mais ce n'était pas aussi, on va bloquer le montant, machin, non. C'était juste, voilà quoi, le document arrive après, on re-remplit nous tous. Donc, en termes de spéculation pour spéculation, je dirais que ils ne peuvent pas nous revendre plus cher quelque chose, c'est une mention du marché primaire. Ils ne peuvent pas nous revendre avant date quoi que ce soit. Tout sera fait à la date officielle qui sera indiquée. Ma seule crainte, c'est qu'il faut que tous les clients de Bridge Securities ou bien tous les clients des SG qui optent pour la réservation soient au même niveau. C'est-à-dire, quand les documents officiels arrivent, ils reçoivent ça. Qu'on n'envoie pas seulement aux autres pour boucler rapidement le truc. Ça, ce serait vraiment pas juste. Donc, pour tes deux questions, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Donc, les gars, merci beaucoup. Ça fait 1h15. Je vais surtout pas nous laisser faire 1h30 parce que c'est beaucoup quand on écoute le replay. Merci à vous pour la présence et pour la confiance. L'école La Bourse est à votre disposition pour vous aider à mieux comprendre les thématiques liées aux finances personnelles. Donc, l'investissement en bourse, en premier, c'est notre matière, mais aussi d'autres sujets de finances personnelles. Donc, pour pouvoir atteindre cet objectif, on a le meeting Parlons d'argent qu'on a créé, qui est sa 4e édition. Donc, vous êtes actuellement dans ce groupe Telegram. C'est un groupe, entre guillemets, mort. On ne discute pas dedans. On vit notre vie. Et chaque mois, je pourrais vous interroger pour dire ce mois, si vous voulez qu'on parle de quoi. Donc, déjà, vous pouvez réfléchir au thème qu'on va aborder durant le mois de septembre. Par exemple, on peut parler de l'endettement, on peut parler de l'immobilier, on peut parler de tout ce que vous voulez, mais il faut que j'ai l'information assez tôt pour aller chercher un invité qui cadre avec la thématique et on s'attrape et on parle de ça. Donc, il faut qu'on s'occupe de notre argent. Je ne vous le dirai jamais assez. Personne ne va s'en occuper pour nous. Et l'école de la bourse veut, à travers Parlons d'argent, créer un cadre de discussion franche sur des thématiques de finances personnelles. Donc, merci d'avoir participé en direct au meeting. Merci à ceux qui vont suivre ça en replay sur YouTube. Et puis voilà. Si vous avez besoin de conseils en investissement, de cours en investissement, nous sommes disponibles. Concernant Orange, je vais finir avec ça. Quand la note va sortir dans un DB Assistance, comme Joël l'a dit, on va produire de la recherche dessus. On va produire de la recherche, on va émettre un avis sur le fait de la valeur de 9500 là. Est-ce qu'elle tient la route ou pas? Donc, ceux qui voudraient avoir notre avis sur la question pourraient se rapprocher de EDB Assistance. On ne va pas le faire comme on l'a fait avec NCA. NCA, j'ai écrit un article public pour prendre mes positions. Déjà, à l'étape d'Aura, on m'a dit de ne plus faire ça. On ne va pas citer les noms des gens, ce n'est pas utile. Donc, depuis cette époque-là, si vous remarquez bien, je ne prends plus d'avis public contre ou pour les OPV. Ça reste entre nous. Donc, si vous voulez avoir notre avis, quand il sera produit sur Orange, il va falloir être soit abonné de EDB Assistance ou bien être couvert par le coaching de ceux qui se forment. Donc, août, juillet, juin, eux, ils auront mon avis. Mais si vous êtes hors de cette sphère-là, vous ne saurez pas. Ceux qui ne sont pas dans l'EDB n'ont jamais su ce que j'ai dit sur Aura. C'était une note vocale qui est restée sur WhatsApp. Parce qu'on m'a fait comprendre que quand on fait des levées de fonds, c'est pour que les gens achètent. C'est pas pour que chacun écrive ce qu'il pense sur Internet. Donc, maintenant, je suis modéré sur les prises de position dans ce sens. En tout cas, quand tout est officiel, chacun étudie dans son coin et puis chacun prend sa décision. Donc, je vous le dis pour ne pas que vous m'attendiez avec un article ou avec ce qui s'est passé à NCA, je ne peux plus le refaire. Donc, on va prendre des positions, on va dire ce qu'on pense dans le fond de cette valorisation-là, mais on ne va pas le dire en public. Donc, merci à tous et à toutes. Et puis, on peut ouvrir les micros pour les au revoir. Coach, excusez-moi avant qu'on ouvre les micros. Je voulais juste rajouter quelque chose rapidement. Pour les personnes qui sont dans le groupe Parlons d'argent, qui n'appartiennent pas aux communautés WhatsApp
et essentiellement à UDB Assistance. Donc, à la communauté fermée de l'école de la Bourse, je suis disponible pour vous, pour répondre à vos questions, pour vous donner les détails sur nos formations, sur comment bénéficier du coaching avec le coach Brice Kwao. N'hésitez surtout pas à m'écrire. Je vais laisser mes coordonnées dans le groupe à la fin du salon pour que vous puissiez me contacter. Tu peux les lire même, puisque c'est quelque chose que les gens vont écouter sur YouTube. Tu vois? D'accord. Donc, ceux qui écoutent en replay, ils doivent pouvoir voir ça. Ok, coach. Donc, je suis Madame Oyetunde, l'assistante du coach Brice Kwao. Je suis joignable via appel et WhatsApp au +225 07 88 56 69 78. Vous pouvez simplement aller sur la page Facebook de l'école de la Bourse. Vous cliquez sur le bouton WhatsApp pour me rejoindre pour poser toutes vos questions. Voilà un peu. Merci. D'accord. Merci à tous et à toutes. Donc, rendez-vous le mois prochain pour une autre édition de Parlons d'argent et j'attends vos suggestions de thèmes dans le groupe Telegram. On peut ouvrir les micros maintenant pour les ouvrir. Merci, coach. Au revoir. Merci à vous. Allez, au revoir. Bonsoir. Merci.